Merci de m'avoir invité à prendre la parole aujourd'hui. J'ai très hâte de pouvoir vous parler un peu du travail que nous avons fait. Donc, pour parler des besoins non satisfaits en matière de santé mentale pendant la COVID dans les maritimes. Je m'appelle Dr. Sandra Macaïs, je suis associée de recherche, je suis affiliée avec Data NB, qui est affiliée avec l'USSM, l'Unité de soutien des maritimes. Et cela représente un projet interprovincial que nous avons effectué en collaboration avec des gens en Nouvelle-Écosse et à l'île du Prince-Édouard. OK. Alors, les gens avec lesquels nous avons travaillé, c'était la docteure Amy Grant en Nouvelle-Écosse, moi-même pour le Nouveau-Brunswick, et bon, il faudra que ce soit maintenant Data NB, ce n'est plus IRDT ou bien IRDF. Un instant, je constate que mes diapos n'apparaissent pas clairement. Vous ne voyez pas les diapos comme vous devriez. Un instant. Alors voilà, ça devrait être mieux maintenant. L'équipe a trois chercheurs des trois provinces, mais a également inclus un groupe de partenaires patients, donc des partenaires du grand public, qui représentent également les expériences vécues de personnes vivant dans les maritimes avec des troubles de santé mentale pendant la pandémie de la COVID. En plus de l'équipe de base, avec USSM, on a également eu des membres du personnel qui nous ont aidés pour appuyer le travail et un groupe de personnes qui ont collaboré avec nous et qui ont fait une contribution supplémentaire. Alors, le pourquoi de ce projet? Eh bien, ce que l'on examinait à l'époque, c'est que les études antérieures pendant la COVID démontraient que la COVID était en train d'exacerber les écarts dans le système de soins en santé mentale. On observait également que les besoins en matière de santé mentale étaient en augmentation fulgurante, mais que l'accès était en diminution. Alors, en discutant avec nos partenaires, on a constaté qu'il y avait toute une augmentation de la représentation de besoins non satisfaits que les gens vivaient. On s'est dit que c'était probablement un domaine de recherche très important pour notre travail. Nous avons donc entrepris une étude de suivi en utilisant les données d'un questionnaire pour voir quels étaient les besoins non satisfaits en matière de santé mentale. Ça, c'est lorsqu'une personne a un besoin en matière de santé mentale, mais qu'on ne le traite pas de façon adéquate. Les questions de recherche, eh bien, il y en avait quatre. Tout d'abord, on cherchait à voir à quel point ces besoins étaient communs dans les maritimes et comment cela se comparait à la situation pré-pandémie. On voulait également comprendre qui était le plus concerné. Alors, on a regardé les facteurs socio-économiques afin de mieux comprendre comment cela est relié aux besoins aux questions de santé mentale non satisfaits. Également, quelles étaient les caractéristiques en matière de santé mentale que présentaient les personnes ayant ces besoins non satisfaits pendant la pandémie et quelles étaient les répercussions de la pandémie sur ces besoins-là. Alors, pour vous donner une bonne idée des méthodes que nous avons utilisées, eh bien, c'était un engagement avec les patients. On a fait ce travail en collaboration dès le début. On ne savait pas exactement ce sur quoi on allait se concentrer. C'est quelque chose que nous avons élaboré par l'entremise de discussions avec des partenaires publics du, et, et du gouvernement aussi. Alors, bon, on s'est concentré sur les données recueillies dans les différentes provinces et cela a été fait en prenant des échantillons à un certain point. Bon, ces sondages ont été faits à répétition pendant la pandémie. Alors, la Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard ont participé au sondage 10, alors que le Nouveau-Brunswick a participé au sondage numéro 9. Cela nous a permis de mieux comprendre les expériences des personnes dans ces provinces-là pendant cette période de temps avec des tailles d'échantillons assez grandes. Lorsque l'on fait un échantillonnage partout, ce n'était pas assez pour faire une analyse au niveau provincial. On a fait la pondération des données qu'on a reçues avec le recensement de 2016. Le but était d'essayer de mieux représenter les caractéristiques de la population dans la province parce qu'on utilisait des données venant de questionnaires, donc auto-déclarés, et l'analyse était de base, donc des statistiques descriptives et nous avons constaté que les besoins non satisfaits en matière de santé mentale sont demeurés élevés pendant la COVID et sont restés élevés après. Environ 25 des personnes des maritimes ont dit avoir un besoin en matière de santé mentale non satisfait. Alors, il y a ceux sans soutien, il y a ceux qui sont insatisfaits et il y a ceux qui sont non déclarés. On avait surtout des personnes sans donc, des personnes qui disaient avoir un problème de santé mentale, mais qui n'ont pas eu accès à ces services. Et nous allons expliquer plutôt
Nous allons expliquer plus tard pourquoi ils n'ont pas eu accès à des services. Ensuite, insatisfaits, donc 6% des 25%, c'est-à-dire qu'on a eu recours à des services, mais on n'était pas satisfait des services reçus. Ensuite, il y a un autre groupe très intéressant, le groupe non déclaré. Alors, avec des normes validées et standardisées pour évaluer l'anxiété et la dépression, ce sont des personnes qui n'ont pas dit avoir de besoins en matière de santé mentale, mais en regardant les symptômes, il y avait probablement une anxiété ou une dépression. Et bon, alors, tout cela pris ensemble représente un quart de la population qui avait un besoin non satisfaits. On a constaté qu'environ un tiers du groupe avec ces besoins n'ont pas reçu de soutien. Donc, ces chiffres-là ont plus que doublé depuis la période pré-pandémie, donc 16% versus 35%. Alors, une grande proportion de ces besoins non comblés étaient à des personnes sans soutien. Alors, qui sont ces personnes sans soutien? On a constaté que les femmes, plus que les hommes, ont tendance à être sans soutien. Donc, 43% de femmes contre 25% des hommes. Les personnes vivant seules aussi, donc 45% de personnes qui vivent seules disent bon, qu'ils n'ont pas reçu de soutien. Donc, il y a des questions d'isolement social, là, peut-être reliées à la pandémie. Et bon, les gens qui vivent aussi en région rurale, il est plus probable qu'ils déclarent être sans soutien, plus que les personnes en région urbaine. Quelles sont les raisons pour ne pas demander le soutien si on en a besoin? La raison principale, c'est un accès limité. Donc, les barrières à l'accès aux soins. Ça, c'était différent de la période pré-pandémie, comme vous pouvez le constater. Alors bon, 34%, c'était accès limité aux soins et avant la pandémie, cela ne semblait pas être une inquiétude. Ensuite, ne pas avoir les moyens de payer, donc les coûts, ça c'est un obstacle très commun. Et les gens préfèrent se prendre en charge eux-mêmes par rapport à leurs problèmes de santé mentale, mais cette statistique-là a diminué pendant la pandémie. Les gens semblaient un peu plus intéressés à demander un soutien pour les symptômes qu'ils vivaient. Maintenant, si on passe au groupe insatisfaits. Donc, les personnes qui ont reçu les soins, mais qui n'étaient pas satisfaites du niveau de soins reçus. Ça, c'était environ 26% des personnes qui recevaient des soins qui disaient ne pas se sentir satisfaits, ce qui représente 6% de toutes les personnes vivant dans les maritimes. Et ces statistiques ressemblent beaucoup à ce que nous avons vu avant la pandémie, donc 28%. Qui sont ces personnes les plus susceptibles d'être insatisfaites? Bon, les travailleurs autonomes versus les gens qui travaillent à temps partiel ou à temps plein et également les personnes sans assurance médicale. Donc, 30%, 37% de ces personnes-là ont dit être insatisfaites. On a regardé des analyses très simples, comme je l'ai mentionné. Alors, il se peut que les travailleurs autonomes, bon, qu'il est plus probable qu'ils n'aient pas d'assurance médicale. Alors, il se peut qu'il y ait une corrélation entre ces deux. Le troisième groupe était un groupe intéressant de personnes ayant des symptômes mais qui n'ont pas déclaré avoir de besoins. Environ un tiers des personnes qui avaient une dépression probable si on regarde leurs symptômes et ces personnes-là n'ont pas déclaré avoir de besoins en matière de santé mentale. C'est environ 7% de toute la population. On ne peut pas comparer ça à la période pré-pandémie parce qu'on examine les symptômes les plus récents. On ne peut pas demander à une personne comment elle se sentait avant la pandémie. On ne peut tout simplement pas faire cette comparaison. Alors, qui sont ces personnes non déclarées? Probablement les personnes vivant seulement avec un partenaire ou un conjoint, donc 41% avaient des symptômes, mais disaient ne pas avoir de besoin, et le groupe de personnes un peu plus âgées. Donc, le groupe de moyen âge avait le pourcentage le plus faible, mais les adultes un peu plus âgés, et ça, c'était très intéressant. Donc, pour essayer de comprendre quelles sont les répercussions de la COVID et comment cela pourrait créer des environnements qui pourraient créer certains de ces symptômes-là ou avoir des symptômes semblables. Alors, on ne sait pas si les personnes avaient réellement de l'anxiété ou de la dépression. Il faudrait faire des suivis continus pour avoir accès à ces informations. Alors, de quoi est-ce que cela a l'air? Donc, bon, si on pense aux besoins en santé mentale, à l'accès aux soins et à la satisfaction. Une proportion importante du groupe non soutenu avait également besoin de soutien avant la COVID, mais plus de la moitié avait accédé à des soins. Alors ça, c'est important si on essaie de poser des hypothèses par rapport à ce qui s'est passé pendant la pandémie. Pourquoi ne demande-t-il pas les mêmes soutiens
et peut-être que l'on pourrait regarder ça et regarder les données de façon plus approfondie, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a fait ici. Dans le groupe de personnes insatisfaites, beaucoup de ces personnes-là avaient aussi besoin de soutien pendant la pandémie et la plupart qui l'ont reçu se sont dit être satisfaits des services reçus. Alors, il y a certainement eu un changement dans le niveau de satisfaction ou dans le groupe qui ne s'est pas senti satisfait pendant la pandémie. Et environ la moitié du groupe non déclaré, bon, ils ont reconnu avoir un besoin de soutien avant la pandémie. Et ceux qui ont reconnu avoir un besoin avant la pandémie ont eu accès au soutien. Alors, il est intéressant de comprendre les expériences des gens dans cette période de temps. On a également regardé les caractéristiques de santé mentale des personnes dans chacun de ces groupes. Alors, bon, ceci, c'est des vérifications de questions de santé mentale, d'anxiété probable, et on a constaté que les groupes insatisfaits et non déclarés, eh bien qu'il était plus probable qu'ils aient des symptômes de dépression. C'était très intéressant pour les groupes non déclarés parce que, bon, il était plus probable qu'ils notent des symptômes de dépression plutôt que des symptômes d'anxiété. Alors, il fallait avoir des symptômes de l'un des deux pour être dans le groupe non déclaré et il était plus probable qu'il soit dans la catégorie dépression. Alors, on a utilisé ce type de questionnaire donc pour regarder PHQ et ensuite, il y a le questionnaire GAD. Donc, ces deux-là ont été utilisés et le GAD, bon, c'est pour l'anxiété. Alors, comment est-ce que la pandémie a affecté les gens dans ce groupe? Il y a beaucoup d'informations sur cette diapo. On a les trois différents groupes et en jaune, c'est bon, ceux qui ne sont dans aucun des groupes. Alors, jaune, c'est toujours les statistiques les plus faibles. Les impacts de la COVID étaient plus grands parmi les personnes ayant un besoin insatisfait. Les impacts les plus élevés, ce sont les personnes qui ne sont pas satisfaites des soins reçus, ce qui est très intéressant, mais également les personnes qui ne déclaraient pas euh, la- les problèmes de santé mentale. Il y a probablement eu plus d'impact de la COVID, ce qui peut aussi être relié au fait que les symptômes signalés peuvent être associés à ces conditions. Alors, qu'est-ce que tout cela veut dire? Quelles sont les implications de tout ceci? Quelles sont les données probantes à l'appui de ces approches politiques à volets multiples? On a constaté qu'une personne sur quatre dans les maritimes avait des besoins non comblés en santé mentale. Trois types de besoins non comblés en santé mentale, donc 12% non soutenus, 6% insatisfaits et 7% non déclarés. La prévalence des symptômes de dépression modérée à sévère variait selon le type de besoin non comblé. La raison la plus les principaux obstacles, en fait, à l'accès aux soins pendant la pandémie étaient l'accès limité, l'abordabilité et la préférence pour l'autogestion. Mais la préférence pour l'autogestion diminue beaucoup si on compare ça à la période pré-pandémique, alors que l'accès limité, bon, là, il y a eu des augmentations. Les différences observées dans le type de besoins non comblés et les raisons de la non-utilisation des soins indiquent que des approches politiques à volets multiples sont nécessaires pour permettre aux patients de recevoir les bons soins au bon moment. Ensuite, comment est-ce que ceci pourrait nous aider à mieux planifier les urgences de santé publique? Eh bien, on a constaté que les caractéristiques sociodémographiques associées à des types précis de besoins non comblés en santé mentale et à la gravité de symptômes dépressifs variaient selon les groupes. On a également constaté que les besoins en santé mentale ont généralement évolué avant et pendant la COVID. Alors, plus de la moitié du groupe non soutenu avait eu accès à des soins avant la pandémie. Alors, bon, si on comprenait cela davantage, ça serait intéressant. On a également constaté que plus de la moitié du groupe non déclaré, donc avait des besoins avant la COVID. Ça aussi, ça serait intéressant de comprendre davantage les expériences de ces personnes-là. On a également constaté qu'une proportion plus élevée de personnes ayant des besoins non comblés en santé mentale, surtout le groupe insatisfait, a déclaré des répercussions négatives sur la santé mentale liées à la pandémie, comme la peur d'avoir la COVID, la peur que quelqu'un de sa famille ait la COVID. Et ces groupes pouvaient être plus vulnérables aux stress sociaux et économiques de la pandémie. Alors, toutes ces conclusions-là, eh bien, le but est d'avoir une approche ciblée lors d'urgences de santé publique. Alors, bon, ces questionnaires concernaient la pandémie, plus précisément, mais ce sont sûrement des statistiques qui pourraient être généralisées dans le cadre d'autres urgences, comme des événements climatiques et, bon, on n'espère pas, mais des pandémies possibles à l'avenir.
Alors bon, évidemment, comme c'est le cas pour tous les types de recherche, il y a également des limites. Ceci, c'est une étude transversale et l'utilisation de données autodéclarées recueillies en ligne. Alors, cela ne permet pas de pleinement représenter l'expérience des participants. Donc, il y a un accès aperçu comme limité qui peut refléter une méconnaissance des options de soins, par exemple. Alors, on a quand même utilisé une pondération pour essayer d'ajuster ce déséquilibre. Il y a également le moment de la collecte de la donnée qui peut avoir eu une répercussion. Donc, entre quand le Nouveau-Brunswick a fait son sondage et quand l'île du Prince-Édouard a fait son sondage, il y a eu les variants Omicron qui ont eu lieu et ensuite il y a eu des facteurs agricoles à l'île du Prince-Édouard en même temps. Alors, dans l'analyse du Nouveau-Brunswick, par exemple, les gens se sentaient peut-être moins sur un pied d'alerte parce que la COVID n'était pas aussi imminente, alors que lorsque le variant Omicron est devenu beaucoup plus commun, on a commencé à être beaucoup plus alerté au besoin de créer des restrictions, ce qui pourrait avoir une répercussion sur la santé mentale des gens. La taille de l'échantillon était limitée. Oui, il y avait environ 1200 participants, mais en théorie, on en aurait eu besoin de plus pour faire des analyses statistiques plus sophistiquées. Donc, les personnes, les travailleurs autonomes, les gens sans assurance santé, ce sont peut-être les mêmes personnes. Alors, juste pour essayer de comprendre les effets de tout cela, ce serait intéressant pour le travail à l'avenir. Mais bon, on a décidé quand même de commencer à regarder les données, donc une première étape. Quelques petites références. Ce rapport est publié et est disponible sur le site web de l'USSM. Il y a également des documents infographiques, des résumés et autres produits par rapport au transfert de connaissances. Et bien sûr, j'aimerais reconnaître euh, toutes les organisations qui nous donnent du financement pour nous permettre de faire ce travail. Il y a l'IRSC, il y a le SRAP aussi. Nous collaborons avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l'île du Prince-Édouard, ainsi qu'avec Recherche Nouveau-Brunswick.